Le petit Basile est né le 10 janvier 2026. Dès sa naissance, ses parents ont fait le choix de lui donner du lait en poudre, un produit qu'ils estiment sûr jusqu'à leur retour de la maternité. C'est là que j'ai vu pour la première fois dans les news les premiers rappels, donc en Suisse, de la marque Nestlé. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je voulais vérifier déjà si le lait qu'on avait donné à la maternité était concerné. Et c'était pas le cas, heureusement. Une marque, puis deux, puis trois. Au fil des semaines, les rappels de lait en poudre pour bébés se multiplient. Ils sont contaminés par une toxine appelée céréulide, générée par une bactérie qui peut provoquer vomissements et diarrhée. Le lait en poudre de Basile finit aussi par être concerné par le rappel. Par chance, il n'est pas malade. Ses parents changent de lait en catastrophe. Pour un parent, c'est toujours du stress déjà à la base, de gérer un nourrisson, d'être sûr que tout va bien pour lui. En plus, quand on entend ce genre de choses et qu'on voit que sa sécurité alimentaire n'est pas forcément assurée, forcément c'est beaucoup de stress et d'angoisse. On n'a vraiment pas envie qu'il lui arrive quelque chose. La situation est confuse. Beaucoup de parents ne savent pas comment réagir. J'ai vu pas mal de messages sur des forums de mamans qui étaient vraiment inquiètes, qui disaient mais j'arrête pas de changer de lait et à chaque fois le lait est rappelé, je sais plus quoi prendre au supermarché. Sages-femmes, pédiatres, les professionnels de santé aussi semblent démunis, y compris la Société suisse de pédiatrie qui ne donne aucune recommandation particulière à part d'observer son enfant. Quand j'ai découvert les premiers articles de presse concernant les rappels des laits infantiles, j'ai eu quand même la mauvaise surprise de découvrir qu'il y a eu quand même des grands délais entre les moments où la contamination a été détectée et ensuite les rappels. Comment ça se fait qu'il y a eu ce délai aussi long et qu'on ait été informé aussi longtemps après ? Des laits en poudre contaminés qui restent des mois sur le marché, des rappels au compte-gouttes, des informations lacunaires. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce qui a failli dans la chaîne de contrôle et pourquoi les consommateurs sont-ils restés des semaines dans le flou ? Nous avons tenté de remonter le fil d'un des plus grands rappels de produits de l'histoire. Direction Paris. C'est en France que le scandale des laits en poudre a éclaté en premier, mis en lumière par l'Organisation européenne de défense des consommateurs, Foodwatch. Bonjour, enchantée, Maya Soler. Merci. En France, l'affaire elle a commencé par un rappel anodin, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y en a des milliers des rappels chaque année. Un rappel anodin de lait en poudre à mi-décembre qui va rapidement nous faire communiquer pour dire attention, il y a un rappel un peu bizarre. On a passé ces 10 dernières années à travailler sur des scandales alimentaires. C'est pas la première fois qu'on a un procès avec Nestlé, c'est pas la première fois qu'on a un procès avec Lactalis. Et du coup, en fait, à force d'habitude, on va créer cette chronologie des faits pour vérifier où sont les trous dans la chronologie, quelles sont les informations qui manquent, poser les questions qui dérangent et faire émerger en fait ce sujet. La chronologie de cette histoire, c'est la clé. 29 novembre 2025. La toxine céréulide est découverte par hasard dans des laits en poudre de Nestlé lors du lancement d'une nouvelle chaîne de production aux Pays-Bas. 12 décembre 2025. Les laits en poudre fabriqués aux Pays-Bas sont rappelés par Nestlé dans plusieurs pays de l'Union européenne. Parfois, ils sont retirés des rayons en toute discrétion, sans avertissement aux consommateurs. Pourquoi Nestlé prend un certain nombre de jours pour informer les autorités ? Pourquoi, après derrière, les autorités des Pays-Bas mettent du temps à mettre en place les rappels au niveau européen et à informer les autres pays ? Bref, il y a tous ces enchaînements de petits délais qui vont avoir lieu, qui à la fin, en fait, peuvent avoir des impacts colossaux, parce qu'en fait, il y a des très nombreux parents qui donnent, au moment où on prend ce temps, qui donnent encore ces laits en poudre à leurs enfants et qui potentiellement peuvent les faire tomber malades. Pendant ce temps, en Suisse, c'est comme si le problème n'existait pas. Les lots concernés n'ont pas été distribués en Suisse. 23 décembre 2025. Nestlé identifie la source de contamination, de l'huile arachidonique, de son petit nom ARA, un des nombreux composants du lait en poudre. Problème, c'est le même fournisseur qui approvisionne de très nombreuses marques partout sur la planète. L'affaire prend une tournure mondiale.
Les rappels sont massifs, plus de 800 références de produits concernés dans plus de 60 pays. A major baby formula recall is now hitting Africa. C'est à ce moment-là que la Suisse découvre qu'elle n'est pas épargnée. C'est quand les rappels arrivent le 5-6 janvier que là, l'affaire explose. Et en explosant, elle va éclabousser évidemment toute la partie des producteurs de lait en poudre qui sont très nombreux en France. On a Danone, Lactalis qui sont des géants en fait, du lait à travers le monde. Et c'est là où en fait l'ampleur du scandale va prendre, et c'est là où on va commencer à recevoir massivement en fait des témoignages de familles qui ont donné en fait ces laits contaminés à leurs enfants, des enfants qui ont eu des symptômes qui pouvaient être liés à cette consommation de toxines. Et là, ça prend une ampleur vraiment énorme parce que il y a aussi des cas de décès sur lesquels on a des enquêtes, et du coup d'un seul coup les médias prennent conscience du scandale, et du coup c'est comme ça aussi que les consommateurs vont être finalement informés, c'est par les médias et non pas par les marques. Si le lien entre les 4 nourrissons décédés en France et les laits rappelés n'a pas encore pu être établi formellement, ce qui est avéré, c'est que des nourrissons ont été intoxiqués et sont tombés malades. Pourtant, pendant plusieurs semaines, les fabricants ont affirmé le contraire. Hello, I'm Philip Navratil, CEO of Nestlé. I want to reassure you that there have been no confirmed cases of illness linked to the affected products to date. Au moment où il parle, c'est le cas. Il n'y a pas de preuves aujourd'hui tangibles. Par contre, il s'exprime de manière un peu forte et sûrement de manière un peu péremptoire, alors que derrière, assez rapidement, on va avoir des cas liés qui vont être pointés au Brésil, en Espagne, au Luxembourg et en Belgique. Malgré l'ampleur de l'affaire, les fabricants de lait en poudre refusent de dire d'où vient cette fameuse huile ARA contaminée. Et pour cause, elle est produite en Chine, à Wuhan. C'est Foodwatch qui le révèle le 21 janvier. Il a fallu leur tordre le bras pour donner cette information. Ce n'est pas normal. On est sur un scandale. Ils connaissent l'information, ils doivent la délivrer pour que tout le monde puisse faire son travail. Journalistes, associations de consommateurs et l'État. Manque de transparence, délai de réaction inadéquat, communication problématique. Foodwatch porte plainte contre X. Notre objectif, c'est à la fois de faire la lumière sur, justement, la première temps, c'est sur cette chronologie. Qui a agi quand, qui savait quoi, quand, à quel moment. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'ai aucun moyen d'avoir cette information. Je ne peux pas forcer Nestlé, je ne peux pas forcer Danone de me délivrer de l'information. Il n'y a que la justice qui peut le faire. Et en Suisse, comment gère-t-on cette affaire ? Là aussi, la chronologie est problématique. 5 janvier 2026. Les premiers laits sont rappelés par Nestlé, suivis par d'autres marques, courant janvier. Et finalement, 5 février, soit plus de 2 mois après la découverte de la contamination, Danone rappelle enfin certains Lodaptamil. Le problème, c'est que certains de ces laits en poudre contaminés sont vendus depuis janvier 2025, soit plus d'1 an. Une gestion inadmissible pour les organisations de défense des consommateurs suisses, la FRC, et son pendant suisse alémanique, Konsumentenschutz, qui dénonce l'inaction des multinationales, et de l'OSAV, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Nos autorités ont dû attendre que les grandes entreprises réagissent. C'est inacceptable. On aurait aimé qu'elles fassent preuve d'un peu plus de dynamisme, qu'elles informent mieux. Jusqu'à présent, les autorités n'ont publié qu'un seul communiqué de presse. On a l'impression que tout s'est passé de manière assez chaotique et que personne n'avait vraiment une vue d'ensemble de la situation. Les grandes entreprises, l'industrie, mais aussi nos autorités qui n'ont pas joué carte sur table, qui ont retenu des infos et qui ont dissimulé des choses. Il aurait fallu réagir tout de suite, communiquer tout de suite, ça n'a pas été fait, c'est une grosse erreur. Une communication qui, de toute évidence, ne passe pas. Il faut dire que la Suisse a attendu encore plus longtemps que la France pour les premiers rappels et des informations claires de ses autorités. On sait aussi que les autorités ont parfois eu du mal à obtenir des informations. C'est inacceptable. Il y a une faille quelque part dans le système, une faille juridique qui doit être comblée pour que les grandes entreprises soient obligées de fournir des informations complètes et immédiates sur des produits comme les aliments pour bébés. On sait qu'en Suisse, les entreprises peuvent manquer de transparence et que les autorités ont les mains liées. C'est inadmissible. Il faut tirer les leçons de cette affaire et que les choses changent. Début février 2026, la situation est décrite comme stabilisée et sous contrôle par nos autorités. Nous avons voulu le vérifier dans les rayons. Entre le 12 et le 13 février, nous avons fait un petit pointage pour voir si les produits contaminés avaient tous bien été retirés.
Et là, stupeur. Sur seulement 16 pharmacies, nos recherchistes ont trouvé 2 boîtes de lait en poudre potentiellement dangereuses qui auraient dû être retirées des rayons. Inquiets, nous avons transmis immédiatement ces informations, photos à l'appui, à la porte-parole de l'OSAV, notre organe fédéral de contrôle de la sécurité alimentaire. 2 jours plus tard, surprise, on retrouve l'OSAV dans une interview au 19h30. Ce qui est important pour les parents à savoir, c'est que s'ils achètent maintenant des préparations pour nourrissons sur le marché, il ne faut pas s'inquiéter qu'on achète des produits dangereux. Tous les produits dangereux ont été retirés du marché. L'OSAV finit par ouvrir une enquête pour déterminer si les entreprises ont tardé à réagir ou manqué à leurs obligations de vigilance. Au moment où nous enregistrons ce sujet, l'enquête est toujours en cours. Et pendant ce temps, du côté des parents, les questions subsistent. Comment on peut être informé aussi tard, aussi peu? Et normalement, tous les acteurs de la chaîne sont censés nous accompagner. On se retrouve un peu seul face à ces décisions et face à cette situation. Alors évidemment, la voix que l'on voudrait entendre maintenant, c'est celle de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire, l'OSAV. Mais malgré nos multiples demandes, l'Office refuse toute interview face caméra. Bonsoir Maya Cholet. Bonsoir Linda. Vous co-signez ce reportage. Un mot d'abord peut-être à propos de ces 2 boîtes de lait potentiellement contaminées qu'on a retrouvées dans le commerce. Alors, nous avons transmis donc ces informations à l'OSAV qui nous a simplement renvoyé plus loin. Je vais vous lire leur réponse, Linda. Elle est très claire. Concernant la possibilité d'acheter les produits rappelés, cela relève de la compétence des autorités cantonales sous la direction des chimistes cantonaux. Nous vous invitons donc à vous adresser à ces derniers pour toute question à ce sujet. Mais est-ce qu'on sait au moins combien de boîtes de lait ont été rappelées en Suisse? Alors, d'après nos informations, plusieurs dizaines de milliers de boîtes. Ah, quand même. Oui, quand même. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'au niveau des autorités, personne ne semble disposer du chiffre exact. Le SAV nous a dit on ne dispose d'aucun chiffre de vente. Quant aux fabricants, Nestlé, Hordorf, Vitagermine ou Danone, ils parlent toujours de lot, mais personne ne sait exactement à quoi correspond un lot, une manière de noyer le poisson d'après certaines associations de défense des consommateurs. Bon, alors dans cette affaire, clairement, le SAV renvoie la balle aux fabricants, dont c'est évident qu'ils sont responsables des contaminations qui ont eu lieu, mais tout de même, certaines voix critiquent la communication de l'OSAV. Oui, le manque d'information est critiqué notamment par la Société suisse de pédiatrie qui déclare n'avoir été informée que très tardivement, en même temps que les consommatrices de ce retrait. Et du côté de l'OSAV, on estime avoir réagi conformément à la législation. Et puis cette affaire, eh bien, elle est aussi liée à la complexité de la composition des laits pour bébés, puisqu'il y a une 50aine d'ingrédients en moyenne dans chaque boîte, des ingrédients ultra élaborés et difficilement traçables. C'est le premier aliment avec lequel on est en contact, et sans doute le plus précieux et le plus complexe qui existe. La composition du lait maternel varie au cours du temps. Durant les 5 premiers jours, il est bourré d'anticorps pour protéger le bébé. Puis il s'enrichit peu à peu de protéines, de graisses et de sucre. C'est une denrée magique. On l'utilise aussi beaucoup pour les soins en néonatologie, pour faire aussi les stimulations orales, en fait, pour donner du plaisir au bébé, pour qu'on puisse téter et grandir plus tard de manière physiologique. À l'hôpital de Morges, tout est fait pour favoriser l'allaitement. Pourtant, parfois, ce n'est pas souhaité ou alors pas possible, pour de multiples raisons. Eva et Elisa sont prématurées. Nées à 33 semaines, leur maman n'a pas pu les allaiter tout de suite. Elles n'avaient pas de lait, et ces filles étaient trop faibles pour téter. Le lait en poudre était indispensable. Le temps que la montée de lait s'est fait, ils ont donné un peu à Eva. Elisa, elle a eu de la lait de noces. Alors, ça s'est bien passé. Au début, juste le temps que j'ai la montée de lait pour que je puisse la nourrir. Je savais que je voulais essayer d'allaiter, mais je ne savais pas comment ça se va passer, parce qu'avec des jumelles, avec une naissance prématurité, ce n'est pas la même chose. Si pour cette maman, l'allaitement s'est finalement mis en place, ce n'est de loin pas toujours le cas. Il y a une grosse pression de la société pour que les mamans allaitent. Les mamans se mettent une énorme
pression sur elle-même pour réussir cet allaitement. Et puis parce que c'est naturel, et puis parce que c'est le meilleur aliment pour bébé, on imagine que c'est facile et que ça se fait tout seul. Et puis en fait, dans beaucoup de cas, c'est pas si simple. Ça prend du temps, ça peut faire mal, ça peut être compliqué. L'allaitement maternel peut être insuffisant. Et dans ces cas-là, on recourt au lait de substitution. Et paradoxalement, mettre du lait artificiel, ne serait-ce que pour quelques jours ou quelques semaines, le temps que l'allaitement se mette en route, c'est un soutien à l'allaitement maternel, ça permet que bébé garde des forces, arrive à téter, à stimuler, puis que l'allaitement se mette en route avec un peu moins de stress, mais dans une temporalité différente. Pour imiter au mieux ce lait maternel, la composition des laits en poudre aussi évolue tout au long de la croissance du nourrisson. On essaye de faire les composants au plus proche de ce que la nature fait naturellement, mais il y a forcément des différences. Par exemple, au niveau des anticorps, ça ne va pas être la même chose. Un bébé qui reçoit du lait maternel, il aura plus d'anticorps, il sera plus protégé pour les maladies, surtout quand il est petit. L'hôpital de Morges change de lait en poudre tous les 6 mois pour ne pas favoriser une marque. Il faut dire que le choix est très vaste et les allégations nombreuses. Il y a beaucoup d'options sur ces laits. Allergiques, digestion, coliques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de marketing, mais il y a une vraie recherche là derrière. Donc j'ai aucun doute, ces laits ils sont vraiment profilés pour répondre aux besoins de l'enfant. Jusqu'à maintenant, rien n'a été prouvé scientifiquement qu'il y a une différence réelle entre un lait et un autre. Des laits en poudre de marques différentes, mais qui ont souvent le même fournisseur. Un élément mis en lumière par le scandale. Même les professionnels n'en savaient rien. On se rend compte que finalement, l'immense majorité des fabricants de lait en poudre ont le même importateur, vu qu'ils sont quasiment tous touchés. Il y a 2-3 exceptions, mais effectivement, j'avais aucune notion que c'était comme ça centralisé et comme ça délocalisé. Comment sont fabriqués ces laits ? Qu'est-ce qu'ils contiennent exactement ? Et surtout, d'où viennent les ingrédients ? Nous avons posé la question à plusieurs fabricants. Les réponses reçues étaient soit vagues, soit inexistantes. Pour des raisons de confidentialité contractuelle, nous ne communiquons pas d'informations concernant des fournisseurs individuels, des relations commerciales spécifiques ou l'origine détaillée de chaque matière première. La lécithine de soja et les acides aminés viennent d'Europe et d'Asie. Les sels minéraux et les acides viennent d'Europe, d'Asie et des USA. Autrement dit, du monde entier. En Suisse, 3 usines recomposent les laits à partir de ces ingrédients, mais impossible d'y filmer pour des raisons sanitaires et de secrets industriels. Leur composition semble surréaliste, une 50aine d'ingrédients au nom complètement improbable. Huile de nacre, d'œuf, de mortierella alpina, sel de sodium de monosphate, sélénite de sodium. Alors nous avons demandé à une chimiste de fabriquer une dose de lait infantile rien que pour nous, dans le laboratoire de la Haute École d'ingénierie de Fribourg. Véronique Breguet-Mercier a longtemps travaillé pour l'industrie. Leur secret et leur filière, elle connaît bien. Donc la première étape, c'est de mélanger du lait écrémé avec de l'eau, auquel on va rajouter de la protéine de petit lait pour avoir vraiment le même profil de protéines. Suite à ça, on va pasteuriser. Après avoir pasteurisé, il va falloir retirer l'eau excédentaire parce qu'à la fin, on veut une poudre, on veut un produit exempt d'eau. On va devoir encore rajouter les corps gras. Une fois qu'on a fait ça, on peut encore rajouter les sels minéraux, les vitamines, bien mélanger le tout et ensuite fabriquer la poudre par un processus de spray drying qui consiste en fait à sécher des fines gouttelettes de ce mélange dans un flux d'air chaud. Après cette démonstration, un constat. Le lait infantile est un aliment ultra transformé avec un ingrédient essentiel, les graisses. Les graisses, elles sont choisies selon le profil nutritionnel. Le lait humain va contenir des graisses saturées, des graisses insaturées. Donc on va prendre des graisses qui sont solides comme la graisse de coco ou l'huile de palme ou la graisse de palme pour avoir les composants saturés. Et on va prendre des huiles végétales, typiquement le colza ou le tournesol pour les graisses insaturées. Parmi les graisses à choix, on trouve la fameuse huile arachidonique qui a causé la contamination. Cette substance fabriquée en laboratoire est extraite d'un champignon que vous trouvez sur les boîtes sous le petit nom étrange de Mortierella alpina. Elle n'est pas obligatoire, mais très appréciée par l'industrie parce qu'elle ressemble beaucoup à une des graisses contenues dans le lait maternel. Dans les laits premier âge, pour les nourrissons jusqu'à 6 mois, tous les ingrédients sont indispensables. Dans les laits de suite, on peut ajouter plein de choses.
Tous les ingrédients qu'on rajoute dedans, ils ont un sens nutritionnel. Ils vont apporter quelque chose. Par contre, ils peuvent être utilisés comme argument marketing. On va utiliser certains sucres, certains acides gras sur lesquels on va marketer, comme on fait pour les produits des compléments alimentaires. Selon les rajouts et les marques, les laits infantiles peuvent être plus ou moins chers, entre 2,50 francs et 5 francs les 100 grammes. Quant à savoir où sont produites toutes ces substances, impossible. La loi suisse n'exige pas de détailler chaque provenance. Nous avons tout de même demandé aux industries. Elles n'ont pas voulu nous donner ces informations. Je pense qu'il y a plusieurs raisons derrière. Déjà, ils ont leur fournisseur, il y a quelque chose de stratégique au niveau commercial. Et puis après, je pense que si le client apprend la provenance de certaines matières premières, ça pourrait potentiellement le faire changer de fournisseur. En général, ils viennent de là où ils sont le moins chers, à la qualité souhaitée. Potentiellement, ils peuvent venir de Suisse, comme ils peuvent venir d'ailleurs. Mais c'est clair que c'est moins cher quand ça vient de pays typiquement d'Asie. En Suisse, on aurait tout à fait la compétence et les matières premières pour le faire, mais la conséquence serait un prix bien plus élevé du produit à la fin. Nous avons voulu savoir si un organisme étatique en Suisse réunissait désormais toutes les informations sur la provenance de chaque ingrédient des laits en poudre. Non, ça n'est pas centralisé. Cette information donc, de provenance, de qualité, les certificats, d'avoir un registre national de tous ces flux en fait, d'importation-exportation, il n'existe pas. Parfois, les consommateurs, ils aiment bien savoir d'où viennent les choses qu'ils mangent, surtout en l'occurrence quand ça concerne les nourrissons. Pourquoi ce n'est pas une information qui est accessible pour les consommateurs ? Les informations liées au contrôle des denrées alimentaires sont soumises au devoir de discrétion. Les seules informations qu'on a le droit de transmettre, c'est celles qui sont directement liées à un risque, typiquement une contamination de denrées alimentaires. Là, on va pouvoir directement informer le public, dire tel produit de telle entreprise est un risque pour la population et ne doit pas être consommé. Mis à part cette exception, on ne peut pas communiquer d'informations liées à nos contrôles. Des entreprises qui refusent de dire d'où viennent leurs ingrédients, des autorités qui ne peuvent pas communiquer les informations, le consommateur baigne dans l'ignorance, alors que la délocalisation et la multiplication des fournisseurs rend la traçabilité de plus en plus complexe et augmente le risque de contamination. C'est ce qui s'est passé dans l'entreprise chinoise de Wuhan qui fabriquait l'huile Ara, où des bactéries se sont développées lors de la production. Mais pourquoi n'ont-elles pas été détruites au stade de la fabrication ? C'est au 18e étage du CHUV que nous allons faire connaissance avec le Bacillus cereus, la bactérie qui a produit la toxine à l'origine de la contamination. Gilbert Gröb en a toute une collection. Cette bactérie a la capacité de former des spores qui lui permettent de résister et donc de survivre à la sécheresse, à la dessiccation, au froid, au chaud. Ce qui pose un problème puisque si vous voulez éliminer la bactérie, par exemple en chauffant, en pasteurisant, vous allez éliminer tous les autres microbes qui sont dans votre aliment ou dans votre boisson, mais vous n'arriverez pas à éliminer ce germe qui va, grâce à sa spore, résister à la pasteurisation. Pour éliminer, détruire Bacillus cereus, on peut par exemple utiliser des biocides, des désinfectants, des antibiotiques, donc différentes substances toxiques pour ce germe. Mais c'est clair qu'on ne va pas mettre des substances toxiques dans un aliment. Et l'autre option, c'est de le chauffer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas chauffer à 72 degrés juste par une pasteurisation. Il faut chauffer plus. Et puis si on chauffe vraiment de manière extrême, comme on le fait nous avec nos milieux de culture, eh bien, on va peut-être dénaturer aussi les aliments par ces chaleurs extrêmes. L'autre problème de ce joli petit Bacillus cereus, c'est qu'il est plutôt rare, donc on ne le cherche pas dans les aliments. Pire, souvent les laboratoires ne sont pas capables de trouver la toxine qu'il produit. C'était pas quelque chose qui était examiné forcément en routine parce que c'était pas identifié comme étant un risque majeur pour cette denrée alimentaire. Et l'autre problème aussi, il y a toujours cette difficulté de la détection. C'est un petit peptide, effectivement, on a besoin d'outils assez conséquents pour la détecter. C'est assez récent finalement dans l'histoire de la chimie des denrées alimentaires, de pouvoir comme ça, en routine, faire cette détection. Donc on est vraiment face à un cas de figure désagréable qui est arrivé récemment, oui.
Maya, on vous retrouve. Alors, le lait pour bébé, ça fait partie des denrées les plus contrôlées, les plus surveillées. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Alors, jusque-là, la toxine céréolide n'était pas systématiquement recherchée dans les aliments. C'est quelque chose de très rare. Maintenant, ça va sans doute changer. Et puis, les laboratoires sont pas forcément équipés pour la retrouver. Maintenant, il y a un autre problème, c'est qu'on sait que cette huile ARA contaminée est utilisée dans d'autres denrées, pour notamment les compléments alimentaires, et que sans ces contrôles systématiques, c'est tout à fait possible que maintenant on se retrouve avec des autres aliments contaminés par la céréolide actuellement sur le marché. On n'en sait rien. Alors sur la question centrale de la traçabilité, si on prend par exemple ces laits en poudre, qui n'ont pas fait l'objet de rappel, ceci précisément on le signale, les informations, l'origine des ingrédients, elle est très peu accessible pour le consommateur, on l'a compris, mais est-ce que les autorités ont, oui ou non, ces informations? Alors nous avons posé la question à l'ESAV, réponse non. Sur demande, les fabricants ont l'obligation de donner la provenance de chaque ingrédient aux autorités, mais l'ESAV n'a pas fait cette demande. Quant aux chimistes cantonaux, ils font des contrôles ponctuels sur certains produits, certaines substances, mais rien n'est centralisé et toutes ces informations sont confidentielles. Donc même en cas de contamination, le consommateur ne saura pas d'où vient la substance incriminée.